Léo de la franchise bras droit des dirigeants RH. Donc, mon métier, c'est d'intervenir en tant que responsable RH à temps partagé dans les petites structures qui en sont en général dépourvues pour apporter l'expertise RH auprès du dirigeant d'entreprise. Donc avant ça, j'ai une petite trentaine d'années d'expérience, principalement en industrie, à des postes de responsable d'équipe, de sites de production et de services RH, dans l'alimentaire, dans l'optique et dans la mécanique. Puis j'ai en fait deux installations pour couvrir ma zone, puisque je suis originaire de Bar-le-Duc et ma compagne est elle troyenne. J'ai mes deux assises pour couvrir mon territoire qui est un petit peu vaste. Voilà. Sandrine? Oui, merci Alain. Ils sont dépourvus de responsables RH, mais pas dépourvus. Ah non, au contraire, ils sont pleins de ressources. Eh bien, moi, je suis Sandrine Plançon, je suis consultante formatrice dans les domaines de la qualité et de la sécurité. J'ai créé l'atelier des consultants il y a à peu près 2 ans, quand je suis venue m'installer dans votre région. J'arrive du sud-ouest et quand j'étais vers Bordeaux et Angoulême, en fait, j'étais responsable QSE dans l'industrie, des entreprises de 100 à 300 personnes dans des groupes internationaux. Ce qui fait que pendant un peu plus de 20 ans, j'ai acquis beaucoup de compétences sur la qualité, sur la sécurité, les outils, les méthodes, l'amélioration continue. Et en fait, c'est ça que je partage maintenant comme indépendante, notamment donc l'analyse d'accidents du travail, qui fait partie des outils de résolution de problèmes en fait quand on est responsable QSE. Donc voilà pour la présentation. Alors, est-ce que je clique, est-ce que je tourne? Il faut cliquer une fois pour voilà. Bah voilà. Juste en préambule, avant d'aller dans le sujet, vraiment, question RGPD et puis question aussi échange de bons procédés. Le support que nous allons dérouler, nous pouvons vous le partager avec grand plaisir. Et par contre, ça serait utile que vous nous disiez si vous ne souhaitez pas que la CCI nous transmette votre adresse mail pour qu'on puisse vous faire de la communication derrière. Donc, si c'est le cas, si vous ne souhaitez pas, envoyez un message en privé à Aurélie Kounsoué dans le chat pour les gens qui sont à distance en lui disant « Je ne veux pas donner mon adresse mail à ces gens-là ». Ici, en présentiel, vous nous le direz avant de partir. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Donc, si vous voulez recevoir le support, ben, laissez-nous votre carte ou votre adresse à la fin. Donc, voilà, pour cette partie-là. Alors, dans l'accroche de l'invitation, nous avions marqué « Accident du travail, un fait d'entreprise à prendre très au sérieux ». C'est ça qu'on va vous démontrer pendant cette petite heure de présentation. Et j'avais envie d'introduire le sujet avec 2 citations. Une qui est très connue de M. Murphy, qui était un ingénieur dans l'aérospatial, qui après une série d'essais malheureux avait dit tout ce qui peut arriver va arriver. Donc ça fait penser à la démarche de prévention. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et là c'est une citation de M. Arsikassa et de moi, c'est tout ce qui est arrivé va se reproduire si l'on ne fait rien. Alors, je ne suis pas sûre qu'elle est de nous, parce que je ne me souviens plus, parce que moi, ça, je la manipule tout le temps, cette phrase-là, mais on va dire qu'elle est de nous. Donc, c'est ça qu'on doit garder en tête quand on parle d'accident du travail. Ça peut se reproduire et ça va se reproduire. Avant de démarrer, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce thème-là que vous souhaitez évoquer aujourd'hui? Si c'est le cas, les gens qui sont à distance, indiquez-le dans le chat et puis Aurélie va en faire une synthèse et à la fin, on va y répondre ou peut-être en cours. Et dans la salle aussi, si vous avez des questions maintenant, des attentes particulières ou en cours de présentation, je pense qu'on doit arriver à gérer les deux. Déjà, a priori, est-ce qu'il y a des questions ou pas? En fait, quand on pose la question comme ça, normalement, la réponse est non. Oui, mais de temps en temps. De temps en temps. Alors, pour introduire encore un peu plus le sujet, pourquoi l'accident du travail est à prendre très au sérieux? C'est qu'il y a des enjeux.
et pas seulement des enjeux financiers pour l'entreprise ou des enjeux humains. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Donc, humain et social, si on se met sur le point de vue de la victime, évidemment, en cas de blessure grave, c'est de la souffrance physique, c'est de la souffrance morale, mais cela étant passé, ça va aussi pouvoir avoir des impacts sur des problématiques d'exclusion, d'obligation de reclassement. Donc, on imagine bien les impacts pour la victime. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde l'ensemble du personnel ou les collègues de la personne qui a été blessée, c'est aussi des impacts psychologiques. On a cette notion de pyramide des besoins, les besoins en sécurité. Si un collègue a été gravement blessé dans l'entreprise, d'un seul coup, je peux être un peu en doute par rapport à la capacité de l'entreprise à assurer ma sécurité. Et puis, là, je me mets encore un peu plus vue d'avion, c'est l'image de l'entreprise par rapport, s'il y a de la communication dans la presse, si les gens parlent entre eux dans les réseaux, ben, une entreprise où on se blesse, on n'a pas forcément envie de venir y travailler, on n'a pas forcément envie de travailler avec. Donc, tout ça, c'est des choses à avoir en tête quand on parle d'accident du travail. Des enjeux économiques, alors ça peut-être c'est la chose qui est la mieux connue, surtout par vous, public RH, c'est le coût direct, le coût indirect des accidents du travail. Donc en coût direct, ben, c'est tous les frais liés à l'accident, tous les frais liés au remplacement de la personne qui va être absente pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des retards, avec des problèmes d'accès aux équipements, etc. Les coûts indirects, c'est les heures supplémentaires, par exemple, du personnel qui va remplacer la personne victime, des coûts de recrutement, des coûts de formation, la baisse de productivité. Je pense que ma liste, elle n'est même pas exhaustive. Vous avez bien en tête dans vos entreprises à quoi ça fait référence. Et puis, enfin, et là, on va aller plus vers la responsabilité de l'employeur. On est dans les enjeux juridiques. Quand un accident survient dans l'entreprise, c'est un non-respect de l'obligation de résultat qui est faite à l'employeur en termes de sécurité. Donc là, ça peut aller loin pour le chef d'entreprise, puisque ça va pouvoir engager sa responsabilité civile en tant que dommage et intérêt à la personne, ou encore plus élevé, la responsabilité pénale de l'individu dans le cadre des délits de blessure ou des délits d'homicide involontaire. Enfin, là, après, on part sur des choses qui sont quand même extrêmement importantes. Je vais laisser la parole à Alain là, pour la partie définition. Oui, donc là, on ne va pas trop rentrer dans le détail, puisque je suppose que le public qui est là a un peu en référence que c'est l'accident du travail. Donc voilà, c'est un accident qui forcément doit survenir à l'occasion du travail. Donc le travail doit être en situation de travail au moment où ça se passe. Il y a la notion de soudaineté souvent qui apparaît, et c'est ce qui va faire la différence notamment avec la maladie professionnelle éventuellement, le fait que c'est un événement soudain qui doit être déclencheur. Donc c'est le fait que ce soit sur le lieu du travail, du fait du travail, et cette notion d'événement soudain. Ce qui est important à noter, c'est plutôt que, effectivement, le principe d'accident du travail, il est plutôt, on va dire, protecteur pour le salarié, puisque à partir du moment où la déclaration se fait ou quelqu'un vient vous voir, on présume qu'il y a accident du travail. Ça ne va pas être souvent au salarié de prouver qu'il y a eu l'accident du travail, ça va être éventuellement à l'employeur de prouver qu'il n'y avait pas accident du travail. On présume l'accident. À partir du moment où on va juste regrouper ces trois choses, ça fait a priori passer au travail pendant le temps de travail et du fait du travail. Donc ça, c'est l'élément, je pense, important à retenir là. L'autre petite différence, c'est penser aussi à l'accident de trajet, puisqu'effectivement, on peut aussi se retrouver dans cette situation-là. Donc là, c'est tout ce qui va consister, on va dire, en un accident qui va se produire entre le moment où la personne va partir de chez elle et le moment où elle va arriver dans l'entreprise, à partir du moment où c'est un jour où elle est censée venir travailler et où elle utilise le trajet habituel
qu'elle utilise pour venir travailler. Donc ça va être vrai dans un sens quand elle vient travailler, ça va être vrai aussi quand elle repart de l'entreprise le soir. Et ça peut être vrai aussi sur le temps bien sûr, sur le temps de midi. Donc dès qu'elle a une entrée ou une sortie, on va dire officielle, et qu'elle n'est plus en situation de travail. Et pas dans le cadre d'une mission, on est bien dans le cadre d'un accident de travail. Donc, juste derrière, pour matérialiser un petit peu ça, un petit schéma. Donc, je suis en situation de travail, donc je peux être effectivement dans mon entreprise, dans mon atelier, dans mon bureau, comme je veux, mais je peux aussi être en mission chez un client, chez un fournisseur ou sur un chantier. Donc, ce n'est pas que sur le lieu de travail habituel. Je peux aussi être en télétravail, si officiellement c'est une journée où je suis censé télétravailler sur un horaire où je suis censé télétravailler. Tout ça, on est bien dans la zone d'accident de travail. Donc là, on ne va pas focaliser là-dessus, mais donc penser sur le télétravail, l'importance de figer quand même un cadre à minima d'horaire, de jours de télétravail, parce que sinon, si on est dans le flou, vous travaillez le lundi en télétravail, les heures vont être bonnes pour éventuellement déclencher un accident. L'accident de trajet, on le retrouve sur les circuits en pointillés verts. Donc, je pars le matin, on va dire, de chez moi et je viens directement de mon habitation à l'entreprise. OK, si j'ai un accident sur cette période-là, je suis en accident de trajet. Je repars de chez moi, je m'arrête à la boulangerie, par exemple, parce que tous les jours, c'est mon trajet. Je fais un petit écart de 100 mètres pour passer à la boulangerie. Éventuellement, après, il est 17 h, je passe prendre mes enfants à la crèche ou à l'école. Et puis, je finis par rentrer chez moi. Ce trajet-là, si c'est un trajet habituel, il est accident de trajet. Donc là, les éléments qui vont pouvoir me donner, c'est le circuit, c'est l'horaire aussi. Si je suis parti à 4h30 du boulot et que j'ai l'accident de trajet à 6h30 parce que je récupère mes gamins à la crèche, c'est plus le cas. Par contre, effectivement, de sortir de la boulangerie, du coup, je me dis, tiens, merde, c'est l'heure d'un film, je vais au cinéma. Ça y est, on sort sur l'accident de la vie privée. C'est important surtout là à noter, c'est ce circuit habituel qui peut sortir purement du trajet le plus court entre l'habitation et l'entreprise. Tu parles de télétravail, Alain. Vers le mois de septembre de l'année dernière, on a animé une matinale RH au sujet du télétravail et des conditions de travail en sécurité à la maison. Donc, il y a un webinaire en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous pouvez aller regarder ça. Alors, je prends la parole pour la maladie professionnelle au niveau de définition, sachant qu'aujourd'hui, on va vraiment traiter plutôt des causes de l'accident du travail. Maladie professionnelle, on le met là parce que c'est toujours lié, et que l'analyse des causes d'une maladie professionnelle, on va la faire de la même façon que celle d'un accident, mais on n'en parlera plus après là, dans la présentation. Donc, une maladie dite professionnelle, si elle est la conséquence de l'exposition du salarié à des risques, qu'ils soient physiques, chimiques ou biologiques. Les maladies professionnelles, elles doivent être reconnues. Il existe des tableaux qui décrivent les maladies professionnelles, et ça, c'est lié au Code de la sécurité sociale. Ou bien, si ce n'est pas dans les tableaux, il faut vraiment faire la preuve qu'il y a un lien entre l'activité professionnelle et la maladie dont souffre la personne. Quelques chiffres. Les premiers, c'est on a voulu regarder sur l'année 2019, avant la crise, comment c'était la statistique des accidents du travail en France. Eh bien, en 2019, il y a eu 655 000 accidents du travail en France. Il y a eu à peu près 100 000 accidents de trajet. Alors, moi, dit comme ça ne me parle pas des masses, finalement, c'est des chiffres. Alors, j'ai fait un petit calcul, et 650 000 par an, divisé par le nombre de jours dans l'année, ça fait quand même pratiquement 1800 par jour. Si on part du principe qu'il y a une centaine de départements en France, ça fait entre 10 et 20 accidents par jour par département. Ça veut dire que là, dans l'Aube, entre minuit cette nuit et 23 heures et quelques ce soir, il y aura à peu près 10 personnes qui vont être blessées sur leur lieu de travail. Et là, tout de suite, je trouve que ça remet les choses un peu dans le contexte. Qu'est-ce que ces accidents du travail-là? Pour l'essentiel, ils sont liés à des manutentions manuelles.
des chutes d'objets, des écrasements, des heurts, des chocs, des choses comme ça. On voit donc 50% manutention manuelle. 30% presque de chute de hauteur ou chute de plein pied. Chute de hauteur, et là j'aime bien le petit dessin, c'est une échelle. Ça, c'est très énervant que les gens utilisent les échelles comme lieu de travail. Alors, quand on est responsable sécurité, c'est juste pas possible de voir ça. Donc, c'est des raisonnements qu'on doit avoir. Une échelle, ça permet de passer d'un point bas à un point haut, mais après, si on doit travailler, on doit sécuriser. Voilà, il faut avoir ça en tête. 8% pour des outillages à main. Alors là, c'est de l'équipement électroportatif, des gens qui alors l'équipement qui ripe, je me coince, je me pique, je me brûle. Et puis 14%, ouais, ah oui, les cutters, tiens, ça c'est intéressant. Pas le sujet. 14% de divers. Mais on voit, c'est quand même bien ciblé. Et finalement, dans toutes les entreprises, on a de la manutention, on a des accès en hauteur et on utilise des outils à main. Donc, ces statistiques-là, elles s'appliquent presque bien, on verra en fin de présentation, à toutes les entreprises. Idem, rapidement, j'avais dit qu'on ne parlerait plus des maladies professionnelles, mais on a cette stat-là. Il y a 50 000 maladies professionnelles qui sont reconnues chaque année en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que la majorité, mais vraiment, je ne sais pas si le pourcentage est noté, mais c'est 44 000 sur 50 000 de TMS, troubles musculo-squelettiques. Donc des maux de dos, des maux d'épaule, des maux de poignet. Donc là aussi, c'est à voir vraiment en ligne de mire. Et la CARSAT a un programme là-dessus qui s'appelle TMS Pro, qui est vraiment bien fait. Quand on est très exposé à ces TMS-là, ça vaut le coup de regarder ce que propose la CARSAT comme outil, comme démarche de prévention. Donc voilà pour cette partie-là. Eh bien, maintenant, j'ai préparé un petit panorama de qui fait quoi quand un accident survient. Alors, l'accident, il vient d'arriver. Immédiatement, les témoins vont appeler les secours. Du moins, c'est ce qu'on attend d'eux. On va voir après comment on anticipe ça. Donc, le témoin appelle les secours arrivent. En général, on a des SST dans l'entreprise ou des gens qui sont capables de porter les premiers soins. Donc, eux, ils vont porter secours et ils vont décider si on a besoin de faire appel à des services extérieurs, voire à évacuer la personne. Ça, c'est tout de suite maintenant. Dans la foulée, j'aurais dû le mettre à l'envers. Je vais commenter le petit du bas là. Dans la foulée, on va sécuriser la zone. Si une personne s'est blessée, peut-être qu'une autre personne peut également se blesser. Donc, immédiatement, on va fermer la zone, fermer la machine, fermer l'équipement, jusqu'à temps qu'on ait eu le temps de se poser, de réfléchir et de décider que l'équipement n'est pas en cause, on peut continuer à travailler dessus. Donc, immédiatement, une fois que la victime a été prise en charge, on va sécuriser la zone. Et on va faire quelque chose qui va être l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. On va commencer à recueillir les faits le plus exhaustivement et le plus complètement possible. Et ce recueil des faits, il peut être fait par toute personne dans l'entreprise, toute personne qui a entendu parler de cette démarche-là et qui sait comment elle doit faire. Là, je vous ai mis 2 photos. C'est le référent sécurité qu'il y a dans les moyennes et grandes entreprises, mais il n'y en a pas partout. C'est également l'élu CSE. À partir de 11 salariés, on a un CSE et on a des personnes qui sont formées à l'analyse d'accidents du travail et au recueil des faits. Mais ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un salarié, ça peut être n'importe qui. C'est pas très bon comme formulation, ça, mais ça peut être toute personne qui va savoir faire. Ensuite, au plus tard le lendemain, et ça je vous conseille de prendre un petit temps entre le moment de l'accident et de l'immédiateté, de redescendre un peu en émotion, parce que là on va faire la recherche des causes, on va faire les déclarations, et là il faut être un peu au calme pour être capable de réfléchir intelligemment. Donc, vous, les gens des RH, souvent c'est votre rôle, vous allez assurer les déclarations auprès des organismes, elle va en reparler juste après. Vous allez assurer les relations avec la victime et sa famille, et vous allez assurer la relation avec l'administration. Ce n'est pas impossible, si c'est grave, que vous ayez la visite de la police ou de l'inspection du travail. Et puis,
on va faire un groupe de personnes, alors au moins un animateur formé à la méthode. On va aller rechercher les causes de cet accident-là. C'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure, vous allez gérer les mesures temporaires. On avait sécurisé la zone, on enlève la sécurisation. On avait bloqué ça, on l'enlève. Et puis, petit à petit, on revient à la situation normale. Comme on a fait une recherche des causes, on a élaboré un plan d'action, corrective ou préventive. Donc, on suit de près ce plan d'action-là. Et au fur et à mesure, on met à jour ses procédures. Et surtout, on n'oublie pas, on met à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels, celui qui est actualisé et qui est réactualisé à chaque événement. Pas celui qui est enfermé dans l'armoire du directeur ou du DRH et qu'on sort tous les 2 ans ou on ne sait même plus où il est. Donc voilà un peu tout ce que l'on a à faire quand il se passe un accident dans le temps. Qui fait quoi quand? Eh bien, pour arriver à faire ça, il faut l'anticiper, il faut se préparer. Et ça va être votre rôle à vous, les gens des services RH, les référents sécurité ou les élus du CSE, suivant vraiment la façon dont vous êtes organisé dans l'entreprise. Vous allez peut-être penser que je prends les choses à l'envers, mais c'est volontaire. Avant de parler de prévention en deuxième partie de slide, je voudrais tout de suite que vous réfléchissiez si chez vous, vous avez bien pris en compte les situations d'urgence. Si vous êtes sûr que les gens vont savoir traiter l'urgence au moment où elle se produit. Comment on fait ça? Eh bien, au moment de l'accueil des nouveaux embauchés, on va expliquer à tous les nouveaux ce qu'ils ont à faire au cas où il y a un déclenchement de feu, au cas où il y a un accident, au cas où il y a une inondation, au cas où, situation d'urgence. Et ça va faire référence à des fiches réflexes. Enfin, moi, je les appelle comme ça, vous les appellerez comme vous voulez, mais c'est un petit A4 qui est martelé, 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 affiché partout. Que faire en cas d'accident? C'est quoi mon rôle? Je dois absolument savoir que faire. C'est là où on va dire, eh bien, vous avez une feuille de relevé de faits à l'infirmerie ou dans la boîte à pharmacie. Vous devez la prendre, vous y avez un crayon avec et vous remplissez les cases. Et du coup, bah, tout le monde peut faire un relevé de faits dans la mesure où on lui a expliqué où c'était et comment il doit la lire et comment il doit la remplir. La deuxième, alors il faut également s'assurer là au niveau des services RH, c'est que vous avez des SST. Alors cette fois, c'est sauveteurs secouristes du travail et non pas santé et sécurité au travail. C'est les SST, donc des gens qui sont formés, qui sont recyclés et qui au maximum sont présents. Je sais que c'est très difficile de garantir d'avoir des SST dans toutes les équipes. Parce que souvent, on n'en a pas assez, c'est sur la base du volontariat, c'est compliqué. Donc, il faut essayer de résoudre ce casse-tête. Et les EPI, qui dans mon cas ne sont pas des équipements de protection individuelle, mais des équipiers de première intervention pour l'incendie. Donc, parce que l'incendie, des fois, ça génère des accidents. C'est pour ça que je le mets là. Donc, ça, c'est votre rôle à vous, les RH, d'être sûr que tout ça, c'est prévu. Et deuxième partie du slide, c'est évidemment, je ne vais pas vous raconter l'histoire, il faut prévenir, il faut faire de la prévention. L'idée, ce n'est pas d'aller traiter des accidents du travail, c'est de garantir qu'ils ne vont pas se produire. Mais ça, c'est facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Donc, c'est de la formation au poste, c'est des notices au poste. C'est une fois qu'on a formé les gens, c'est faire de la visite terrain, faire de l'audit terrain tous les jours et pas seulement une fois tous les 3 mois pour s'assurer que, tous les jours, non mais je vous vois hausser les yeux, mais c'est une expression, c'est l'expression de la consultante sécurité. Mais très régulièrement, et puis que ce soit culturel en fait. Si quelqu'un n'a pas la bonne méthode, c'est de ne pas hésiter à aller discuter avec, quel que soit son lien. On n'a pas besoin d'être le hiérarchique de quelqu'un pour lui dire que là, il nous fait peur. Voilà. Pour la première partie sur les anticipations, c'était ça. Et ensuite, Alain, c'est à toi. Pour rebondir juste à ce que Sandrine disait avant, c'est classiquement aussi le responsable d'entreprise ou le responsable RH ou le responsable sécurité. Une fois, ça arrive qu'on se promène dans le site, dans l'entreprise, où il y a une palette tankée au milieu de rien et en plein dans le passage. C'est sûr que si on passe à côté, qu'on la laisse et qu'on dit rien, la personne qui l'a mise là, elle va se dire c'est bon, quoi. Je peux en mettre d'autres, puisque de toute façon, le lieu est devenu lieu de stockage. Donc, il y a des petites choses comme ça auxquelles il faut penser en tant que responsable, pour justement montrer que la sécurité doit rester active tous les jours, quoi, et que c'est pas que de temps en temps.
Donc effectivement, il y a un certain nombre d'obligations réglementaires pour un déroulé de processus qui s'imposent. On ne va pas non plus traîner, je pense que tout le monde a eu l'occasion de traiter à un moment donné un accident du travail, en espérant qu'il soit plutôt pas trop grave. Donc aujourd'hui, il y a la déclaration de l'accident à faire en tant que tel, soit papier, soit maintenant directement sur Internet, hein. Donc voilà, donc on pourra remettre, je pense que tout le monde l'a en tête, le CERFA, mais on pourra le remettre aussi, le rediffuser avec le site, qui est à faire sous 48 heures, hein. La feuille d'accident du travail, c'est le fameux document qu'on remet au salarié quand il part pour aller chez son médecin, mais qu'on n'a pas toujours à disposition. Il y a pas mal d'entreprises où effectivement, j'ai à la fois la feuille n'est pas forcément à disposition, mais souvent les gens ne savent pas de quoi on parle. Donc ça fait partie des choses que disait Sandrine tout à l'heure. On peut avoir à un moment donné, ou en tout cas les responsables qui sont présents doivent savoir où trouver au moment où l'accident se produit. Et puis il y a aussi la notion de registre d'accident bénin, peut-être même d'autres choses après. Donc le registre d'accident bénin qui a été réformé il n'y a pas très longtemps, où l'idée vraiment c'est, alors parce que dans le principe de la loi, c'est dès qu'il y a un accident, il faut le déclarer, quel que soit l'accident et la gravité de l'accident. N'importe quel accident, je me suis un petit peu coupé, théoriquement, il faudrait faire une déclaration d'accident du travail. Donc là, effectivement, la loi maintenant autorise en disant dans certaines sociétés avec certaines organisations, donc présence du CSE, d'un SST formé, etc., on peut mettre un registre d'accident bénin qui va nous permettre d'inscrire dans ce registre d'accident bénin les petits accidents pour éviter de faire systématiquement une déclaration d'accident. Voilà, l'idée du législateur est plutôt celui-là, que je pense qu'il y a une bonne habitude à prendre, parce qu'effectivement, il y a plein d'accidents qu'on ne déclare pas, qu'on ait mis en place ou pas un registre d'accident bénin dans le sens où il est décrit là. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à un moment donné à enregistrer l'ensemble des accidents ou des incidents qu'on peut rencontrer dans l'entreprise. Utilisons plutôt plus que prévu le registre d'accident bénin pour noter un petit peu tout. On parlera tout à l'heure du côté statistique et analyse qu'on peut faire. Il y a un vrai intérêt à enregistrer tout ce qui se passe dans l'entreprise, parce que ça peut être une vraie source d'amélioration et de prévention. Donc voilà pour la partie, je dirais, obligatoire, en sachant que du coup, ce qui va avec, bah, c'est effectivement, si on a des gros doutes, notamment sur l'origine accidentelle et surtout travail de l'accident du travail, bah, c'est d'émettre des réserves motivées. Ouais. Oui, alors la question qui est posée concerne plutôt on va dire, une réaction maladive, entre guillemets, de la personne liée, par exemple, à des crises d'épilepsie ou des choses comme ça qui vont se déclencher sur le travail. Dans tous les cas, ça se passe sur le lieu de travail et a priori, le travail peut être déclencheur, pas forcément ce qui s'est passé avant d'avoir fait l'enquête, de la crise qui s'est déroulée. Donc, dans le principe, effectivement, on se retrouve en situation de devoir déclarer un accident de travail. Effectivement, je pense que là, il y a tout intérêt à émettre des réserves en disant, bah voilà, soit c'est une maladie connue, soit... Après, toujours pareil, il faudra à ce moment-là qu'on soit à même de montrer que la situation de travail est complètement indépendante de la réaction qu'a eu le salarié. Et là, j'avoue, on rentre dans une situation où c'est compliqué, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que... Comment? Voilà. Alors après, si vous voulez, ce qui peut se passer, c'est que si à un moment donné, vous avez 4 fois la même salariée qui fait 4 crises d'épilepsie à 4 moments différents qu'on a contestés, au bout d'un moment, je pense que la situation va être gérée plutôt sur un côté maladif que sur un côté réellement peut-être accident de travail. Donc il y a intérêt à déclarer, à contester, et puis et c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est compliqué d'arriver à prouver que le travail n'avait aucun lien avec l'origine de l'accident qui s'est déroulé, quoi. Y compris quand c'est des choses où on sait que ça peut arriver
à tout moment parce que la personne a cette prédisposition, quoi. Je veux dire, moi j'ai connu aussi, hein, c'est les gens qui ont les chevilles fragiles, machin, ou à la rigueur, il va marcher là n'importe où, il a une chance sur deux de se tordre la cheville à un moment donné, quoi. Ça, bah, c'est aussi un vrai. Sur le malaise vagal, on a beaucoup de gens qui ne jettent pas de la main pour qu'ils sont leur poste cognitif, faire un malaise, pas sur une problématique de travail, on leur demande de déjeuner, on les conditionne, on leur pas, mais avec des potes, il y a des bâtiments, ça vient Ouais, ouais. C'est ce qu'on a dit. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on présuppose que c'est un accident. C'est forcément compliqué derrière. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à émettre des réserves parce que ça peut être au bout d'un. Voilà. Déjà, ça permet d'ouvrir éventuellement une enquête. Là aussi, suivant comment l'enquête va être faite ou poussée, ben, effectivement, on peut expliciter plus ou moins le sujet, hein. Il faut savoir que là aussi, hein, l'enquête qui va être faite par la sécurité sociale derrière peut être téléphonique, hein. Donc, il faut bien veiller s'il y a un sujet qui a eu un accident et qu'on sait qu'il y a une possibilité d'appel, d'avoir briefé les gens qui risquent d'être en lien avec l'appelant de ce qu'il doit dire ou de ne pas dire ou de transférer, hein. Si l'assistante qui prend le téléphone, elle répond oui, oui, voilà, bah, il s'est passé machin, l'autre au bout du fil, il considère que son enquête, elle a été menée, hein. Donc, bien prudent, s'il y a une vraie contestation avec un vrai sujet à traiter, que celui qui a la sécu en ligne ne fasse pas une pré-réponse, parce que ça peut s'arrêter là sinon. Ça, faut l'avoir en tête. Donc voilà pour la partie réserve. La partie procédure d'analyse d'accident, bah, je ne vais pas en passer plus là puisqu'on va le dérouler derrière. L'autre chose à faire, c'est d'être prêt à accueillir les autorités, hein, puisqu'effectivement, là, suivant la gravité de l'accident, suivant le sujet qui a été accidenté, on peut voir débarquer la police, l'inspection du travail, bien sûr. Voilà. Ça peut vite attirer du monde. Et effectivement, bah là, forcément, ce qu'il va nous falloir prouver rapidement, c'est qu'on était en règle sur tous les aspects, hein, donc, tous les aspects notamment réglementaires. On va nous demander, bah, voilà, ça va être le DU, ça va être le contrat de travail, ça va être les horaires que faisait la personne ce jour-là, le registre du personnel, enfin tous les documents qu'on doit tenir à jour. Effectivement, là, c'est l'occasion d'un grand passage en revue de la part plutôt de l'inspection du travail que de la police. Mais là aussi, toujours pareil par rapport à avant, se préparer, hein. Ce qui va accueillir la police, qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne s'y attend pas forcément, mais parfois ils arrivent et il faut les prendre en considération. Et tant qu'à faire, le discours qu'on va tenir là, il peut être aussi engageant sur ce qui va se passer derrière. Donc là aussi, dans la définition telle que le donnait avant Sandrine, bien avoir identifié à un moment donné si l'inspection du travail débarque, qui le reçoit, si la police arrive, qui le reçoit. Plus ça a été pensé en amont, moins on est surpris et plus on est à même d'apporter des réponses pertinentes. Donc, on va rentrer un petit peu maintenant dans la partie, effectivement, analyse de l'accident du travail, hein. Donc, ça y est, on a notre victime, on va dire, elle est partie, elle a été prise en charge, on a fait les déclarations, on a sécurisé la zone. Puis maintenant, on va rentrer un peu dans l'analyse de cet accident, puisque, face à la citation que disait Sandrine, comme ça s'est produit, si on ne fait rien, la seule chose dont on est certain, c'est que ça va se reproduire. Donc, deux étapes principales dans cette méthode d'arbre des causes. Un, ça va être de recueillir les faits et de construire l'arbre. C'est le premier sujet qu'on va voir. Et la deuxième, ça sera de se dire, bah, OK, j'ai construit ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Puisque le principe de l'analyse, c'est surtout de passer à l'action derrière et d'enclencher des actions. Et on va voir l'importance de l'étape 1, puisque si celle-là, on ne la fait pas bien, on n'arrivera à rien à déduire, ou on déduira que des choses qui ne sont pas cohérentes sur l'étape 2. On va commencer à s'intéresser notamment sur le premier item qui va être le recueil des faits. Sandrine l'a dit aussi tout à l'heure, hein, c'est une des premières choses à faire, ça va être de recueillir les faits. Un peu comme dans les émissions policières, hein. J'évite de toucher et je recueille tout de suite tout ce que je peux recueillir parce que malheureusement, une fois qu'on sera passé à d'autres choses, le lieu aura changé, on aura restocké nos fameuses palettes là où elles ne devaient pas être. Enfin, voilà. Donc, observation des lieux,
qu'est-ce qui va se passer? On va observer les lieux. Et idéalement, c'est d'avoir des entretiens avec ceux qui étaient présents. Donc la victime, si elle est en état, effectivement, c'est elle la plus directement concernée, mais aussi les témoins, l'encadrement qui était présent, les collègues. Voilà. Donc qui va recueillir? Ben là, idéalement, celui qui est là et qui est formé, comme le disait Sandrine, à recueillir les faits, qui sait au moins où je vais trouver la fiche de recueil des faits et les questions que je dois poser. Et ça peut être voilà, un élu CSE, un référent sécurité, un chef de service, le responsable RH, une personne qu'on a identifiée comme étant en capacité de le faire. Effectivement, le plus tôt possible, directement sur les lieux de l'accident. Hein. Idéalement, c'est là où on va être sûr de parler des bonnes choses. Hein. Si on le fait dans son bureau, ici, bah, tu te rappelles, c'est la deuxième machine là, à gauche, qui on parle de la mauvaise. Enfin, voilà. Donc on va sur les faits et on va sur le lieu de l'accident. On essaye d'être de façon systématique, donc d'être aussi exhaustif hein, sur l'ensemble des questions. Donc l'idéal, on va le voir après, d'avoir un support écrit qui référence un peu l'ensemble des questions qu'on a à se poser. On n'hésite pas non plus à prendre des photos éventuelles d'une situation, d'un état des lieux, parce que souvent on se reposait merde, qu'est-ce qui s'était passé, dans quel état c'était, et souvent il est trop tard. Un petit schéma s'il faut, comme pour l'accident de voiture, hein, quand on fait la déclaration. Et puis voilà, on essaye d'être rigoureux, mais surtout on va essayer d'être factuel et de ne parler que des faits et de ne pas être à ce moment-là dans une notion déjà d'essayer d'analyser l'accident, de se faire une idée de ce qui aurait pu se passer, de trouver des excuses, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment tous les éléments factuels pour derrière être en capacité de rechercher les causes. Donc là, attention, on va notamment se poser la question, on parlait avant, qu'est-ce que c'est qu'une opinion? Et là, le but, c'est pas de se faire une opinion, on va pas être là pour juger ou pour interpréter déjà à ce moment-là. On va faire attention aussi aux faits négatifs, on va voir, on a souvent tendance à dire ce qui ne s'est pas fait, et là, on est déjà en train de juger souvent quand on fait ça. Et donc, d'être purement sur des faits, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je suis à même de vérifier, qu'est-ce qui est voilà, quantifiable ou qualifiable. Donc là, typiquement, on a mis un petit nuage de choses. Hein. Il ne portait pas de chaussures antidérapantes, il ne faisait pas attention, il travaillait en basket, il travaillait au bord du vide, il parlait avec un collègue, il allait trop vite, il n'y a pas de garde-corde, il roulait à 30 km/h. Donc là-dedans, il y a des choses qui sont des faits et il y a des choses qui sont plutôt soit des interprétations, soit on voit il y a un certain nombre de formulations négatives. Donc si on les reclasse petit peu par ordre. Donc la partie du haut, c'est plutôt ce qu'il faut éviter de faire ou d'observer. Donc il ne faisait pas attention, il n'y a pas de garde-corps, il ne portait pas de chaussures antidérapantes. On est déjà dans le négatif, donc on est déjà en train de dire que c'est un peu à cause de ça que l'accident est survenu. On est déjà dans l'interprétation. Il allait trop vite, ça c'est positif, mais c'est aussi une interprétation. Parce que ça veut dire trop vite, ça veut tout dire et rien dire. Donc effectivement, on va essayer d'être sur les faits. Il parlait avec un collègue, factuellement on l'a vu, il était avec le collègue, il était en train d'échanger, il travaillait au bord du vide. Effectivement, on verra après la situation qui est décrite, mais voilà, c'est sur une plateforme et effectivement à une certaine hauteur. Ça peut être autre chose, il roulait à 30 km/h. Là, on a un témoignage, j'étais à 30 km/h quand je roulais. Il travaillait en basket. On n'est pas en train de dire qu'il n'a pas de chaussures antidérapantes, on est en train de dire qu'il a effectivement au pied au moment où il le fait. Donc je pense qu'au maximum, c'est ça, être sur les faits, éviter d'être sur du négatif. Le négatif, ça induit déjà l'interprétation. Et éviter sur des jugements, il allait trop vite, il allait trop doucement, il n'a pas fait attention. Je passe la main à Sandrine sur les relevés de faits, justement. Le plus pratique, surtout qu'après un accident, on va être dans l'émotion. Donc, c'est très difficile d'avoir l'esprit clair pour poser les bonnes questions et bien relever les faits. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser une fiche de recueil de faits ou de relevé de faits qui sera disponible, comme on l'a dit tout à l'heure, à un endroit stratégique, idéalement dans la boîte à pharmacie. Mais peu importe. Alors là, celle que je vais vous présenter, c'en est une que j'ai utilisée dans la vraie vie quand j'étais dans l'industrie. Elle est en 2 pages, un recto, un verso. Sur la première page, on a toutes les informations qui concernent la victime, le témoin, le secouriste, et puis quelque chose d'assez détaillé là sur le moment de l'accident. Et
on va s'obliger à renseigner ça parce que ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc, on va indiquer la date, le jour de la semaine, l'heure précise, et on va dire si la personne était en équipe, de matin, d'après-midi, de nuit, et puis est-ce que c'était avant, après la pause? Pourquoi on va faire ça? Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'un point de vue humain d'avoir un accident un vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, après avoir travaillé 5 jours avec des heures sup, que d'avoir ce même accident le lundi, quand on a eu un week-end ou un repos de 3 ou 4 jours. Ce n'est pas la même chose quand on travaille de nuit, d'avoir un accident à 4h30 du matin, une demi-heure avant de partir, ou à 8h en arrivant. L'interprétation, elle va être différente. Si c'est avant la pause, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça fait déjà 3 heures qu'il est au boulot, il n'a pas trop pris de petit déjeuner, il n'a pas encore pris sa collation, ou après la pause? Voilà, tout ça, ça va nous permettre de comprendre des facteurs humains, entre guillemets, de fatigue, de manque de concentration. Et ça va être très utile. Pour ça, ça peut paraître anecdotique de poser ces questions-là ou de collecter ces informations-là, mais en réalité, dans l'analyse des faits, ça va être vraiment important. Et puis, sur la deuxième partie, là, c'est les circonstances de l'accident. Donc, dans le premier pavé, c'est récit détaillé de l'accident. Bon, ben là, on écrit ce que les gens nous disent. On essaye d'avoir en tête la différence entre un fait et une opinion, mais on pourra faire le tri après, identifier ça c'est un fait, ça c'est une opinion, et quand il y a des opinions, essayer de trouver le fait qui permet de justifier que la personne a émis cette interprétation-là. Et puis, pour nous aider, c'est avec qui travaillait-elle, je ne lis pas bien là, mais c'est à quel endroit précisément, comme disait Alain tout à l'heure, c'est dans l'atelier Y, près de l'équipement A, et puis à ce poste particulier. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose à signaler? Donc ça, c'est la première partie de la feuille. Et la deuxième, là aussi, elle va être, elle est importante. Moi, ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie, quand je n'étais pas très experte. La victime était partie à l'hôpital et on discutait entre nous et on ne savait plus si c'était coupé à la main droite ou à la main gauche. C'est pas sérieux, hein? Surtout quand le lendemain, les RH doivent faire la déclaration à la CPAM et que il faut appeler la victime, petit père, t'es blessé à droite ou à gauche. C'est pas terrible. Donc, vous avez en plein milieu là 2 silhouettes. On va bien préciser si les blessures ou les douleurs, elles sont face avant, face arrière, si elles sont côté droit, côté gauche, le plus précisément possible à quel endroit. Sur la colonne type de blessure ou de douleur, on va essayer de cocher des cases pour bien identifier de quoi on est en train de parler. Il y a du autre, et il faut savoir qu'en bas de la page, là, il y a un petit lexique qui explique qu'est-ce que c'est une contusion, qu'est-ce que c'est une plaie, qu'est-ce que c'est une lombalgie. On n'a pas besoin d'être médecin pour remplir ça. On sait tous à peu près à quoi correspondent. Et puis si on se trompe, c'est pas bien grave en fait, parce que après on aura le compte rendu du médecin et le compte rendu de la victime sur ce qu'il a exactement. Mais déjà, ça va permettre de préparer tous les faits, tous les éléments pour faire l'analyse le lendemain matin. Et de l'autre côté, c'est utile aussi de savoir qu'est-ce qu'il portait comme EPI au moment de équipement de protection individuelle, au moment de l'accident. Est-ce qu'il avait des gants, est-ce qu'il avait des chaussures, est-ce qu'il avait son combi, je ne sais pas trop. Et puis les éléments matériels en cause. Là, on est dans les 5e. Avec quel matériel il travaillait, avec quelle matière première il travaillait. Est-ce qu'il y avait des produits dangereux? Imaginons qu'il a une projection dans l'œil, il s'est projeté quel produit, quelle référence. Là, en plus, on sera questionné par les urgences pour avoir la LDS, etc. Donc, voilà, on va essayer, avec cette grille, d'être le plus exhaustif, le plus complet, le plus factuel possible. Je vais me permettre une remarque. Ben oui. Juste une, c'est aussi, je pense que ça nous est tous arrivé, un accident qui s'est passé l'après-midi ou la nuit, on arrive le lendemain, il y a un accident, il faut faire la déclaration. Qu'est-ce qu'on a? Un bout de papier marqué machin est parti à l'hôpital à 3 heures, il s'est coupé, je ne sais pas quoi. Et avec ça, il faut effectivement arriver à faire la déclaration. Donc, on commence à prendre le téléphone, à appeler machin, appeler truc. Si ça a été fait automatiquement par le responsable d'équipe ou le référent qui était là à ce moment-là, le lendemain, pour faire la déclaration, on a déjà toutes les billes et on est sûr qu'on parle de la même chose en plus. Quoi. Oui, et du coup, je vais rajouter quelque chose, c'est n'hésitez pas à faire des photos
tout le monde a des smartphones. Ils n'ont pas forcément le droit de les avoir avec eux au poste de travail, mais en fait, ils les ont. Donc, qu'ils utilisent pour une fois leur smartphone à bon escient et qu'ils prennent des photos de la zone. Là aussi, dans ma vraie vie, quand je n'étais pas experte, un de mes premiers gros accidents que j'ai eu à traiter, la police est venue. C'est pour ça que j'insistais pour qu'on dise qu'ils peuvent venir. Eux, ils ont pris des photos. Moi, c'était il y a longtemps, c'était au siècle dernier, donc je n'avais pas de smartphone, mais je n'avais pas fait de photos. Et quand il y a eu enquête, ça a été très, très vexant parce qu'ils ont sorti des photos de la zone et il y avait des choses que nous, on n'avait pas vues après dans l'analyse de cause. Et ça, c'est très déstabilisant quand vous êtes au tribunal après, hein, quand on vous sort des trucs que vous n'avez pas vus. Donc surtout, faites des photos, faites des schémas, gardez des preuves, tracez tout. Et parfois, on voit des choses sur des photos qu'on ne voit pas en réel. C'est vrai. Alors, première étape, on avait vu tout à l'heure, c'est recueillir les faits. Et le lendemain, quand on est un peu redescendu, un peu refroidi, on va faire un groupe pour rechercher les causes racines, établir l'arbre des causes, on appelle ça. Alors, de la même façon, qu'est-ce que c'est? Un arbre des causes, je vais vous en montrer après, c'est une représentation graphique de l'enchaînement logique des faits. C'est pour ça qu'il nous faut des faits qui ont conduit à l'accident. Qui participe? Alors, qui participe, c'est la victime, si elle est revenue, le témoin, des gens qui font le même boulot que la victime, des gens qui travaillent pas loin ou avec. On fait un petit groupe assez représentatif de la population. 5-6 personnes, c'est très bien. Eux, ils n'ont pas besoin d'être formés. Après, ils vont avoir l'habitude parce qu'on peut faire ces démarches-là pour tout un tas de sujets dans l'entreprise. Ceux qui ont besoin d'être formés, c'est ceux qui vont animer le groupe de travail. Donc, il y a des instances de formation en sécurité. Donc, les élus CSE, ils sont formés à faire ça. Donc, ça peut être de bons animateurs. Le référent sécurité, il est formé à ça. Vous avez peut-être un ingénieur amélioration continue, il est formé à ça. Donc, toute personne qui a cette notion de recherche de causes, arbre des causes, cause à effet, outil qualité, est capable d'animer ce groupe. Il n'y a pas besoin d'être un expert sécurité pour animer ce groupe-là. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne méthodologie pour être sûr qu'on va bien trouver les causes racines. J'ai marqué le plus tôt possible, comme pour le recueil des faits, mais là, cette fois, c'est à froid. Hein. On ne fait pas ça tout de suite dans la foulée. On se laisse le temps de redescendre un peu. Tout comme le recueil des faits, il faut le faire sur les lieux de travail. Parce qu'en salle, on ne peut pas se rendre compte des choses. On ne peut pas se rendre compte de la luminosité, on ne peut pas se rendre compte du bruit, on ne peut pas se rendre compte de tout ça. Donc, c'est vraiment utile d'avoir paperboard, marqueur, se mettre dans la zone et de faire l'analyse. En plus, c'est très utile par rapport aux autres personnes qui travaillent là, parce que ça montre qu'on est en train de bosser sur le sujet et il n'y a rien de mieux. Ça se fait à partir du recueil des faits, à l'aide de la méthode que je vais vous expliquer tout de suite après. Et notre objectif, là, c'est d'aller chercher les causes racines pour pouvoir les éradiquer, pour que le problème ne se reproduise pas. Je parle comme un livre. Mieux. Ouais, mieux qu'un livre. C'est là, Aurélie, où j'ai fait des petits effets d'animation que tu vas devoir suivre. Ça va? Donc, monter un arbre des... Non, qu'est-ce que c'est? Un arbre des causes, excusez-moi, ça va être de poser des questions. La subtilité, la compétence de l'animateur. Donc, on va se questionner et on va partir de la conséquence. La personne a une fracture de la cheville. On part de ça et on va questionner sur qu'est-ce qu'il a fallu pour que la cheville soit fracturée. Et on va toujours poser des questions, et là, on rebondit sur une méthode qui s'appelle celle des 5 pourquoi, que je vais vous montrer en exemple tout à l'heure. Donc, pourquoi? Mais entre les pourquoi, on va intercaler 2 autres questions. Est-ce nécessaire? Bon, si on me l'a dit, probablement on va répondre oui. Mais la deuxième qui est très subtile, c'est est-ce suffisant? Et là, c'est bien parce qu'on commence à se poser les bonnes questions. Donc, pourquoi? Est-ce nécessaire? Est-ce suffisant? C'est ça le questionnement. Et on va enchaîner les faits de différentes façons selon qu'ils sont liés les uns aux autres. Donc, il y a l'enchaînement, tu peux cliquer, voilà. X a été nécessaire pour que Y se produise. Il a fallu que
ce fait-là se produise pour que la personne soit blessée. Il y a une notion de conjonction. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Donc, j'aurai X1 et X2, deux causes racines qui vont provoquer l'effet. Ou bien, peut-être que pour le moment, on ne sait pas et que il n'y a pas de lien. Alors, ça va être une cause ou une autre qui provoque un effet. Donc là, ça sera le ou. Et le dernier lien, c'est la notion de disjonction. C'est que X a été nécessaire à lui seul pour provoquer deux effets. Ça, je l'utilise assez peu, je le vois assez peu, je ne le maîtrise pas très bien celui-là. Mais les deux premiers, oui, ça marche super bien. Qu'est-ce qui fait qu'un accident survient? C'est aussi ce qu'on doit avoir en tête quand on anime ce groupe ou quand on participe à ce groupe. Donc, il y a dans l'activité de chacun des faits habituels, c'est l'état normal. J'enchaîne ça, ça, ça et ça. Ça ne contribue pas, heureusement, au déclenchement de l'accident ou au déclenchement de l'événement. Ce qui va contribuer à son déclenchement, c'est ce qui est inhabituel. C'est ce qu'on appelle, dans cette méthode d'arbre des causes, des variations ou des écarts. Et donc, la vraie équation, c'est qu'un accident, c'est soit une somme de variations, soit une combinaison inhabituelle d'actions habituelles. C'est-à-dire que j'ai fait exactement ce qui est prévu, mais pas dans le bon ordre. Et là, ça peut nous amener à l'accident. Donc, ça, vous pouvez l'oublier. Et quand vous serez bien mature sur l'utilisation de ces outils-là, vous le relirez et ça vous permettra de passer un petit cran dans la maturité de l'utilisation des outils. Alors, quand on est des puristes de la méthode, par convention, un état normal, on le met dans un rectangle et un état inhabituel, on le met dans un rond. Mais si vous mettez que des ronds, que des carrés, ben, ça marche aussi, hein, pas de souci. Là, on est vraiment dans l'étape maturité un peu plus. Alors, je vais vous montrer un arbre des causes et on va lire le scénario là. Tu veux le lire, Alain, parce que je m'épuise. Je m'épuise et je reprendrai l'arbre des causes après. Donc, vas-y. Donc là, l'idée, c'est de formuler les faits. Enfin, on a formulé quelque chose dans lequel il y a à la fois des faits et des interprétations. Et voilà, c'est tel qu'un rapport pour elle. Donc, tout le monde l'a à l'écran, hein, donc je ne lis pas le début. Donc, monsieur A, ayant à livrer un camion de poutrelles, s'est rendu au parc de stockage extérieur pour effectuer le chargement du plateau de son camion. Pour charger le camion, un cariste amène les poutrelles sur des palettes et les dispose de son mieux en les gerbant sur le plateau du camion. Monsieur A se tenait sur le camion pour parfaire la mise en place. Il apparaît immédiatement que ce travail est particulièrement dangereux du fait que les déplacements du salarié s'effectuaient sur des poutrelles pourvues de fer à béton. Le salarié était habitué à ce genre de travail, mais la veille de l'accident, la température extérieure était tombée brutalement en dessous de zéro. Monsieur A n'était pas chaudement vêtu, ses membres devaient donc être engourdis par le froid, ce qui explique qu'il ait eu du mal à garder l'équilibre. De plus, on peut penser que l'âge du salarié a pu jouer dans cet accident, car ce travail demande agilité et souplesse. Le fait est que, après avoir réparti sur le camion le contenu de la palette, M. A a perdu l'équilibre en ripant maladroitement une poutrelle sur le plateau verglacé. Il est tombé à la renverse d'une hauteur de 1,80 m, sa tête heurtant le sol en premier. Voilà, donc je ne sais pas si vous commentez, mais le premier point, voilà, c'est qu'on voit bien qu'il y a une différence avec des faits parfois, et parfois on est déjà très fortement dans l'interprétation. Donc ça, c'est ce que les gens nous relatent dans le relevé de faits. Alors nous, on va construire l'arbre des causes avec ça. Monsieur A, il est décédé. Hein. Pourquoi est-il décédé? Donc voilà, on se pose la question. Pourquoi? Parce qu'il a eu une rupture des vertèbres cervicales. Pourquoi? Parce qu'il est tombé d'une hauteur de 1,80 m. Est-ce nécessaire? Oui. S'il est tombé de sa hauteur, probablement, il ne va pas se rompre les vertèbres. Est-ce suffisant? Non. Je peux tomber d'une hauteur de 1,80 m sans me rompre les vertèbres et sans en mourir. Donc, il y a une autre cause, c'est que sa tête a heurté le sol en premier. C'est ce qu'on nous dit dans le scénario. Là, c'est nécessaire et c'est suffisant.
Pourquoi? Alors, on va se poser des questions sur le pourquoi des deux. Pourquoi sa tête a heurté le sol en premier? Bon, ben là, on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas de réponse à ça. C'est comme ça, c'est la fin de l'histoire. Par contre, pourquoi il est tombé d'une hauteur de 1,80 m? Là, on a des réponses. Il travaillait sur le plateau du camion. Oui, c'est nécessaire. Par contre, ce n'est pas suffisant parce que tous les jours, il y a des gens, des milliers de gens qui travaillent sur des plateaux de camions qui ne tombent pas pour autant, hein. Alors, également, il était en bordure du vide. C'est un plateau et il travaille au bord. Est-ce que c'est nécessaire aussi? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Toujours pas. Il y a des milliers de personnes qui travaillent sur des plateaux et au bord du vide et qui ne tombent pas et qui ne se tuent pas. Il y a encore autre chose. Il a perdu l'équilibre. Et ça, c'est une variation. C'est parce qu'il a perdu l'équilibre, finalement, qu'il est tombé, qu'il s'est cassé les vertèbres, qu'il est mort. On ne va pas s'arrêter là, hein. Vous m'imaginez bien, je vous ai dit 5 pourquoi, on va au moins se poser les 5 questions. Donc, pourquoi ces faits-là? Perdu l'équilibre parce qu'il a ripé sur une poutrelle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ripé, je l'ai repris dans un document de l'INRS. Je pense que c'est qu'il s'est cogné ou il s'est râpé, voilà. Il a ripé sur une poutrelle. Je ne vais pas me poser la question, je vais arrêter l'histoire sur « il travaillait sur le plateau du camion ». Peut-être qu'on peut se demander, est-ce que c'était une activité habituelle ou pas? Si elle ne l'était pas, on se serait posé la question. Parce que le palan ne marchait pas ou des trucs comme ça. Mais là, pour l'histoire de ce jour, on va arrêter là. Il était en bordure du vide. Là aussi, on pourrait se poser d'autres questions, mais pour l'histoire du jour, moi, je vais m'arrêter là. Il a ripé sur une poutrelle. Pourquoi? Parce que le sol du plateau était verglacé. Et là, on peut considérer que dans ce cas-là, mais c'est à titre d'exemple, quand quelqu'un est mort, on va aller beaucoup plus loin dans les causes racines, hein. Mais c'est vraiment à titre d'exemple. Voilà, donc on l'a monté depuis la blessure jusqu'aux causes racines, et la lecture qu'on va en faire, elle va être dans l'autre sens. C'est le sol du plateau était verglacé. Donc monsieur machin, il a ripé sur une poutrelle. Du coup, ça l'a déséquilibré. Comme il était en hauteur et qu'il était en bord du vide, déséquilibré, il est tombé. Et sa tête a heurté en premier. Il s'est rompu les vertèbres et il est mort. C'est une sacrée histoire, hein. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire quand on fait un arbre des causes, puisque on va aller chercher ce qu'on appelle les causes racines, ou certaines entreprises les causes profondes, mais il faut éradiquer la cause racine pour être sûr que les faits ne surviennent pas. Voilà comment ça marche. Et comme ça a l'air super facile à faire, hein, quand je vous le déroule en animation PowerPoint. En réalité, c'est un sacré casse-tête. Il faut aller avec des post-it, il faut poser, il faut vérifier les enchaînements parce que sinon, vous n'allez pas à la cause racine, vous mélangez les pinceaux. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le post-it et à repositionner et après à faire une lecture logique. Est-ce que ça nous convient? Oui. Et puis peut-être, si le relevé de fait n'a pas été bien fait, peut-être que le lendemain ou le surlendemain, ou quand la victime reviendra, on réajustera les post-it. Mais en tout cas, on avance comme ça dans la démarche. Et ce qui est vraiment important, ouais, à cette étape-là, ou jusqu'à cette étape-là, c'est qu'on n'est pas du tout dans la recherche de solutions. Il faut vraiment s'être ôté ça de la tête. On n'est pas là pour chercher des solutions à ce moment-là. Surtout pas. On est vraiment pour essayer de prendre les faits qu'on a recueillis, de les mettre en ordre et de tracer cet arbre. Parce que si on se met dans la démarche de solution, on va forcément venir mettre des post-it qui sont déjà orientés par la solution et pas par cette architecture telle que l'a démontré Sandrine. Ouais. Tu veux reprendre le fil? Reprendre le fil, ben voilà, ça va enchaîner. Donc effectivement, on a recueilli les faits, on a construit l'arbre. C'est ce que disait aussi Sandrine, on est dans un processus itératif, donc quand j'ai fini de construire mon arbre, je me repose la question du déroulé dans l'autre sens, pour me dire aussi, est-ce que j'ai bien tout... est-ce que quand je relis mon histoire, effectivement, j'arrive bien à la fin telle qu'elle s'est passée, et si jamais j'y arrive pas, ça veut dire qu'il faut que voilà, il y a des branches que j'ai oublié de construire. Donc, et c'est ce que je vous disais, quand on est dans cette construction-là, surtout, c'est un exercice qui est très compliqué aussi, ça, de se dire, je ne suis pas dans la solution, parce qu'on a toujours tendance, en tant qu'être humain, à vouloir trouver la solution avant même
qu'elle soit là. Donc, on est vraiment uniquement dans cette architecture. Et l'étape 2, par contre, celle-là, ça va être de se dire, OK, maintenant j'ai mon arbre, je l'ai construit, on est tous ensemble dans le groupe pour dire c'est OK, c'est complet et c'est exhaustif. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Donc effectivement, l'idée de cet arbre, c'est que je vais devoir identifier des mesures et des actions à prendre. J'ai identifié mes causes racines, donc ce qui est plutôt à la gauche du graphique. OK, qu'est-ce que je peux mener comme action pour essayer de supprimer ces causes racines? Donc là, on va être dans la recherche là, de solutions. On va identifier des mesures qui potentiellement apportent la réponse. Donc on va les identifier. On va décider effectivement de ce qu'on met en place. On va les avoir identifiés, on va les mettre en place. Et puis du coup, ben, un peu comme toute mise en place, l'idée, c'est pas juste dire j'ai mis en place, j'ai fait. On va tout de suite se poser la question, est-ce que ce que j'ai mis en place, ça correspond déjà à ce que je voulais? Parce que parfois, entre l'idée qu'on en avait et ce qu'on fait, c'est pas toujours la même chose. Mais est-ce que surtout c'est efficace? Est-ce que ça apporte la réponse à ce que je souhaitais? Et là, on est effectivement dans l'outil et de la méthode classique de résolution de problèmes, hein. Donc, pas de. Normalement, si l'arbre des causes a été bien construit, là, après, on est dans un enchaînement beaucoup plus logique et beaucoup plus habituel de décision d'action, de mise en place, de vérification que ça fonctionne et de validation. Voilà, donc ça, c'est pour la partie, on va dire, utilisation de l'arbre des causes et d'une méthode claire d'analyse, on va dire, factuelle de l'accident. Donc, pour nous, il y a deux grands types d'analyse des accidents du travail, hein. Il y a celui qu'on vient de faire, donc on est sur quelque chose de très qualitatif, hein. J'ai eu un accident et en fait, je vais dérouler à partir de cet accident tout ce qui s'est passé, quelles ont été les conditions pour y arriver. Il y en a une autre qu'on peut faire, c'est effectivement une analyse beaucoup plus, alors pas qualitative, mais quantitative. Pardon, il y a une petite faute dans le test. Qui est une analyse statistique des accidents du travail. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure en disant l'importance de noter tout ce qui arrive dans l'atelier, y compris même les presque accidents, y compris même les situations anormales à un moment donné. Parce que plus on a enregistré d'informations, plus on va être capable d'en faire une analyse. Si j'ai effectivement que deux choses de noter dans l'année, faire des statistiques à partir de deux éléments, c'est plus vraiment des statistiques. Par contre, si j'ai été amené à noter beaucoup de choses, je vais être capable de faire une analyse. On a mis de côté un petit peu les taux obligatoires actuels, taux de fréquence, etc. Par contre, je pense que ces indicateurs-là, si on les a, si on a un panel d'accidents, de presque accidents, d'incidents qui sont notés, on va pouvoir essayer d'analyser un petit peu ça pour se dire comment ça a évolué dans le temps. Parce que j'ai des périodes dans l'année, parce que mes gars travaillent en extérieur et je vois que c'est souvent l'hiver où ça vient riper, où je suis en atelier, il fait très chaud, c'est plutôt l'été où j'ai d'autres types d'accidents. Quelle est la gravité? Est-ce qu'aussi c'est tout le temps les mains qui sont concernées, mais je vois qu'il y a une heure, on en parlait tout à l'heure, c'est tout le temps la nuit à 4h30 du matin où les mecs ils se coupent les doigts. D'habitude, ils ont juste des petites échardes, mais là, c'est plus grave. Quel type de blessure? Là aussi, est-ce que mes évanouissements ou mes malaises vagales, bah, c'est toujours à 9h le matin et pas n'importe quand? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que j'ai des lieux dans mon site qui sont plus concernés? Est-ce que j'ai un atelier qui est plus l'objet d'accidents que d'autres? Et puis, effectivement, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est plutôt des chutes? Est-ce que c'est plutôt des brûlures? Est-ce que c'est plutôt des problèmes de dos? Etc. Donc là, si on a bien recueilli un ensemble de choses, on peut tirer des éléments très intéressants de ça et de se dire, ça vaut le coup qu'on focalise pour analyser un peu plus ce qui se passe dans cet atelier, sur cette machine-là, l'été et dans le poste de nuit. Et puis là, ça peut valoir le coup d'aller creuser et de faire peut-être aussi de la même façon sur une analyse type arbre des causes, hein, même si on va partir d'un accident, mais d'un fait qui se reproduit régulièrement, pourquoi on en arrive là. Voilà, donc c'est vraiment, il y a les deux sujets, il y a l'accident qu'il faut vraiment traiter, mais il y a aussi cette analyse avec plus de recul, qui peut être une fois tous les 6 mois, ou tous les ans, de se dire, OK, comment s'est passée la sécurité au sein de mon entreprise cette année? Et on tire aussi d'excellentes choses de cette analyse. Pourquoi tout ça? Pourquoi il faut effectivement, absolument, outre le fait obligatoire
de faire une analyse, si on a Madame l'Inspection du Travail qui vient nous demander où on en était dans notre analyse. Parce qu'en fait, d'après nos amis Heinrich et Bird qui ont travaillé, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres sur le sujet, et sur cette notion de pyramide des risques, plus on a de comportements à risque et de presque accidents nombreux, plus on va avoir d'accidents graves qui vont survenir. En fait, on a un vrai lien. Les rapports qui existent entre chacune de ces strates de la pyramide sont constants. Moi, j'avais refait l'exercice, effectivement, sur les accidents de je ne sais plus quel secteur, sur 3 ou 4 années consécutives. C'est impressionnant de voir cette proportion, alors qu'il va être différente suivant les typologies de métiers et autres, mais sur une typologie de métier, on a vraiment cette proportion. Si vous le regardez sur 5-6 ans, vous allez retrouver des pourcentages qui vont être vraiment très, très voisins entre les presque accidents, les accidents sans arrêt, les accidents avec arrêt et les accidents mortels. Idéalement, ce qu'on voudrait tous, c'est couper le haut, là. Hop, le violet, le bleu, je prends ma grande machette et puis je coupe pour être sûr que j'ai plus d'accidents avec arrêt et notamment de mort. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, quoi. Ça se passe pas comme ça, et la seule façon d'agir, c'est celle-là. C'est-à-dire, on va travailler à réduire le nombre de comportements à risque et de presque accidents, et automatiquement, si je réduis cette base de la pyramide, je vais aussi réduire le sommet. Et donc, si j'ai suffisamment bien travaillé pour passer de 600 à 300, automatiquement, je vais passer de 30 à 15 en accident sans arrêt, je vais passer de 10 à 5 en accident avec arrêt, et si je m'en sors bien, je vais passer de 1 à 0 en accident mortel. Quand on fait l'analyse des accidents, on va travailler déjà un petit peu plus haut, mais c'est pour ça aussi que c'est important de le faire, y compris, parce qu'on a tendance à le faire quand c'est un accident grave. Là, effectivement, on va tous se réunir, machin, alors là, Sauf que l'intérêt, c'est de le faire aussi quand c'est des petits accidents. Parce qu'effectivement, c'est ceux-là qui vont apporter le plus de résultats. Parce que c'est là où je vais effectivement réduire la base de ma pyramide, et c'est là où, du coup, je vais pouvoir être réellement efficace sur mon action en termes de réduction du risque. Ben voilà. Voilà, ben ça c'est la bibliographie. En fait, c'est les exemples que je vous ai mis dans le document, c'est largement inspiré de la brochure de l'INRS, la ED 61-63. Ça c'est vraiment la méthode bien expliquée, claire, c'est téléchargeable sur le site de l'INRS. Et puis les informations statistiques, on les a prises sur le rapport annuel 2019 de l'assurance maladie. Allez voir aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations au-delà des petits schémas sympas qu'on vous a mis au départ. Il y a beaucoup d'informations utiles. Et puis, voilà. Et voilà, plus en termes de recherche sur les documents, les différents documents qu'on a pu évoquer, notamment en termes d'obligations de déclaration, etc. Vous avez le site Amélie qui est dédié, qui est très bien. Vous avez la liste exhaustive de tous les documents qui peuvent, qui ont besoin à un moment donné d'être utilisés. Vous pouvez cliquer dessus, vous avez le document, etc. Donc c'est vraiment bien fait. On pourra vous remettre le lien dans le. Oui, dans le mail. OK. On arrive à la fin de notre présentation. On a vraiment largement le temps d'échanger, de discuter. Il y a une question dans le chat, on va y répondre. Et moi, ma question, c'est comment vous vous sentez là après 3/4 d'heure de présentation? Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous faites moins bien? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, on peut échanger là-dessus. On va déjà donner la parole aux gens de la distance. Alors, sur le chat, on a déclaration en ligne. Quel site? Ouais, c'est sur Net Entreprise, donc c'est sur voilà, normalement les gens ont leur connexion Net Entreprise. Alors c'est vrai que quand c'est des petites entreprises, souvent c'est le problème parce que c'est l'expert comptable qui va faire les déclarations. Donc on n'a pas mais normalement sur Net Entreprise, alors moi je suis pas familier parce que heureusement j'ai pas trop d'accidents. Puis c'est pas forcément moi qui les déclare, mais ouais, sur le site de Net Entreprise, mais on pourra mettre aussi le lien. Après c'est Net Entreprise et puis c'est l'accès individuel de chaque société. On a une deuxième question qui nous dit: avez-vous des exemples de fiches réflexes? C'est toi. Réflexe. Oui, on en a. Mais
ça peut être qu'un cadre. La fiche réflexe, elle est propre à chacun d'entre vous, à chaque activité. Mais je vais le noter, je vous enverrai un cadre de fiche réflexe. Ouais, ce qui est important là-dessus, sur la fiche réflexe ou sur les différents petits documents comme l'analyse des faits, etc., ou le recueil des faits, hein, c'est aussi que chaque entreprise se l'approprie par rapport à son métier, mais aussi à sa population. Qu'est-ce que sa population va être capable de faire? Il y a peut-être des populations parfois où on sait que l'écrit va être difficile, donc il faudra peut-être rajouter plus de cases à cocher parce que c'est plus facile pour les gens de cocher des cases que d'écrire du scénario, donc il faut leur préécrire. Il y en a d'autres où effectivement on est plus sur des métiers où on est capable de rédiger, donc ben, on va peut-être ouvrir plus de place à la rédaction. Voilà, je pense qu'il est important, c'est de l'adapter à chaque entreprise et surtout à la population qui va être amenée à l'utiliser. C'est ça qui est important. Donc pour tous les petits documents comme ça, support, l'appropriation est vraiment pour moi essentielle. Voilà. On peut s'inspirer effectivement d'un document existant, mais après c'est bien de se l'approprier. De toute façon, pour toutes ces fiches-là, il y a un outil qui existe qui s'appelle le QQOQCCP. Dans la fiche réflexe, on doit définir qui fait quoi, quand, comment, dans quel objectif. Et bien voilà, vous avez votre cadre, le titre, et puis c'est parti. Idéalement, ça doit tenir en une page A4 parce que ça permet de le plastifier, de l'afficher un peu partout, ou de l'avoir même dans des petites cartes, des petits fascicules. Toutes les formes sont tout à fait multiples. Mais voilà, les questions auxquelles on doit répondre dans une fiche réflexe, c'est celle-ci. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Toujours pareil. Mais je vais vous en donner, c'est sûr. Il y a d'autres? Oui, tout à fait. Une nouvelle question qui dit comment plus impliquer les membres du CSE, CHSCT dans une PME à ce sujet? Comment plus les impliquer? Eh ben, il faut travailler avec eux. Il faut les former, il faut qu'ils sachent quel est leur rôle. J'étais hier avec une entreprise qui cherche à former ses membres du CSE. Et en fait, les gens, ils ont été élus délégation CSE, mais ils n'ont pas encore compris, alors que ça commence à faire longtemps, quel est leur nouveau rôle. Du coup, ben, ils ne tiennent pas. Et voilà, donc il faut communiquer, il faut les former. Il faut absolument les former, ces gens-là. En plus, c'est juste une obligation réglementaire de former les élus du CSE. Donc, ça permet aussi d'être conforme. Donc, voilà. Et aussi les impliquer, mais vous aussi, les RH, les dirigeants, les référents sécurité, vous devez être ouverts. Alors ça, c'est de l'injonction, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais il y a encore trop souvent, je vois des antagonismes entre les élus du CSE et la direction. Franchement, la sécurité, c'est un sujet qui doit être partagé et commun. On a tous la même finalité, qu'on soit un syndicaliste ou un employeur. Je pense qu'on doit avoir tous la même finalité. Enfin, on l'a, c'est sûr. On l'a. Quand on parle individuellement avec les gens, on l'a. Alors, ce que je suggérais en réponse, en fait, Aurélie, je réfléchis, c'est que les dirigeants, les référents sécurité, aillent faire la formation avec les membres du CSE, la formation SSCT, qu'on ait tous le même bagage, que le dirigeant qui préside le CSE, il sache ce qu'on a raconté aux membres du CSE quand on leur fait la formation. Tu as autre chose à rajouter, Alain? Oui, j'ai autre chose à rajouter. Ben, Typiquement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, le meilleur moyen de les impliquer, c'est de les rendre proactifs. Et c'est de se dire, bah, allez, prochain CSE, on se réserve une demi-heure et puis on fait le tour de tel atelier ou tel site et puis on se liste un peu ce qui nous paraît aller, pas aller. Et puis éventuellement, on ira analyser s'il y a des choses qu'on a faites qui a pas allé. C'est ça, c'est communiquer sur ce qu'on peut mettre en place ou pas, ou les questions qu'on se pose. Hein. Là aussi, hein, l'échange avec le CSE, plus on va être, si on veut réellement les impliquer, parce qu'on a aussi des acteurs qu'on estime être en capacité de justement de s'investir aussi dans la démarche de progrès, c'est aussi de temps en temps de leur livrer un peu les interrogations qu'on peut avoir quoi, hein, sur des sujets notamment sécurité, parce que là, c'est quand même un sujet sur lequel c'est souvent le plus simple de se retrouver, surtout quand on n'est pas dans l'urgence. Après, quand on est un peu dans l'urgence parce qu'il y a un mec qui s'est coupé une patte, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mais si on est en amont, déjà, a priori, tout le monde se rejoint sur le fait de dire il faut qu'on travaille sur la sécurité. Donc, c'est peut-être le sujet le plus facile sur lequel amener les membres du CSE à s'impliquer parce qu'ils ne peuvent pas dire que ça ne les intéresse pas. Quoi. Après, il y en a qui sont dénués de tout
Mais globalement, c'est quand même, et ça, je pensais les amener sur le terrain et aller ensemble, comme Sandrine disait, faire la formation ensemble. Ben là, on va ensemble sur le terrain et puis on passe du temps à dire ce qui va pas, quoi. Je dis du temps, on va pas y passer la demi-journée, hein, et voilà. Une nouvelle question. Est-ce possible d'avoir les fiches de recueil des faits? Merci. J'étais sûre que cette question allait être posée et la réponse est oui. Et moi, j'ai une question. Alors, ceux qui sont à distance, normalement, vous avez un outil qui vous permet de lever la main. Un truc qui s'appelle lever la main. Il y aura un petit picto sur votre nom. Ce que je voudrais savoir, qui a mis en place cette organisation pour recueillir les faits après un accident? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 15 ici. Et là, On est à 6. Et sont combien derrière les écrans? Ça se lève, ça se lève. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord. Donc, entre la moitié et les 2 tiers, ça, c'est vraiment bien. Baissez la main, les gens qui sont à distance. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez une méthodologie, qu'elle soit celle-ci, qui est quand même assez sophistiquée, puisque c'est celle de l'INRS, ou une méthodologie de recherche des causes racines? Levez la main. À peu près les mêmes, hein? D'accord. Et ici aussi? OK. 8. 8. Un petit peu moins. Voilà. Donc, Moi, j'aurais une question complémentaire, c'est est-ce que vous faites ça, ceux qui ont les méthodes, pour tout accident? Alors, la partie que je fais, je parle pour nous, mais la part des comptes. À 2 sur le. d'accord. C'est à peu près la même proportion Que dans la salle. Non, maintenant on en a 5. En fait, même si on ne fait pas une recherche des causes, parce que c'est très lourd hein, comme démarche, on peut avoir une fiche simplifiée, un peu comme quand on est en qualité, en conformité produit. On ne va pas mettre en route la grosse cavalerie pour tous les types de non-conformité. Mais on peut aussi faire des paquets. C'est l'intérêt de l'analyse quantitative. C'est-à-dire que quand on fait le point tous les 3, 4, 6 mois sur l'historique, et là on se rend compte que tiens, depuis 3 mois, on a une recrudescence de ce type d'accident-là. Alors, parce qu'on en a 8-10, enfin de presque accidents, puisqu'on en a 8-10, alors on va monter un groupe. On n'est pas obligé de le faire. En fait, c'est tout le temps une discussion sur jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on cherche. Donc, au moins collectez-les. Et posez-vous la question quand même rapide, quelle est la cause de mon point de vue? Mettez-vous un petit diagramme en 5e. Comme ça vous oblige à vous demander, est-ce que c'est une cause humaine? Est-ce que c'est une cause matérielle? Est-ce que c'est une cause matière? Est-ce que c'est une cause infrastructure? Commencez déjà là tout de suite à chaud à relever des informations. Et puis quand ça va commencer à être nombreux, significatif, alors vous pourrez lancer une grosse cavalerie. Ça, il y a des choses qu'on fait aussi au fil de l'eau de manière comme ça, le moindre truc, la question de pourquoi ça s'est posé, qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qu'on n'a pas fait mal. Un peu plus, on est un peu dans le jugement, mais pas forcément dans du fait pur et dur, mais on est aussi un peu d'opinion, mais on a une nana encore les temps qui s'est juste écrabouiller un petit peu les doigts avec un carton qui a plus les photos. Voilà, forcément, on n'a pas fait un truc avec un machin, il n'y a pas besoin de 3 heures pour se poser la question de pourquoi ça s'est passé. Dire qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire ou qu'est-ce qu'il faut changer. Ça se fait de manière, il y a des tas de choses qui se font de manière intuitive, où on règle les problèmes au fur et à mesure, les petits problèmes, au fur et à mesure, on a ça, maintenant c'est des je veux plus. Si je veux plus ça, oui. Maintenant tu parles de ça, ouais. Sans forcément. Peut-être qu'il faudrait plus le formaliser. C'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose de formalisé. Je sais pas, non, pas parce qu'on n'a pas quelque chose de formalisé, un tableur Excel, un peu de fiche, c'est pas plus. Non, mais c'est vraiment important de tracer. Au moins avec des mots-clés, avec un tableau Excel, avec des coches ou avec ce que vous voulez. Mais c'est
important de tracer parce que la mémoire, elle est ce qu'elle est et on ne va pas se souvenir. On a déjà eu ça il y a 4 mois, etc. Donc, le registre des incidents, il est intéressant pour ça. Et puis après, ben, ça dépend de la maturité de l'entreprise. On commence à parler là, de culture sécurité. On en parle de plus en plus. Ben, en fait, ça se décrète pas, ça s'obtient dans le temps. Et il y a un moment donné où vous vous poserez même plus la question, même pour un presque accident. On appelait ça une échappée belle dans la dernière entreprise dans laquelle je travaillais. Même pour une échappée belle, il y avait un petit groupe, parce qu'à la fin, tout le monde est formé. Donc, il y a un petit groupe, 3 personnes, qui se posent et qui se disent, tiens, on a eu une échappée belle dans le service. Quelle est la cause? Et ça ne prend pas de temps, ça ne prend pas de 3 heures. C'est des paperboards, c'est des marqueurs. Et puis, après, on prend une photo, on met ça dans le classeur. On n'a pas passé trop de temps. Mais là, après, on est dans les niveaux de maturité. D'abord, traitons les plus graves, traitons les plus récurrents. Et puis, petit à petit, on fait baisser le niveau, en fin de compte. Ou le niveau de la pyramide comme ça. Moi, je pense que le premier étage qui est vraiment important, c'est le recueil des faits. On l'a vu, la feuille de recueil des faits, une fois qu'elle a été structurée et qu'elle est faite, ça va être 5-10 minutes. Ce n'est pas quelque chose de long. Et par contre, quand on se dit, y compris si on est sur du presque accident ou du petit accident, c'est qu'on a au moins cette feuille-là. Et quand je reprends après, parce que 6 mois après, si je reprends et que je me dis, mince, j'ai eu 4 accidents à la main, merde, est-ce qu'ils se sont coupés le même, je caricature, le même doigt, la même main, en faisant la même chose ou pas? Ben, si j'ai pas au moins ça, ça va être compliqué. Donc, la première étape pour moi, c'est déjà ça, de se dire, sur chaque accident, j'essaye de faire un recueil des faits à peu près exhaustif et clair, même si effectivement, ben là, il ne s'est pas passé grand-chose, donc je ne vais pas révolutionner le fonctionnement de l'entreprise parce que ça n'en valait pas le coup. Mais peut-être que quand 6 mois après, je vais faire l'analyse et que je vais me rendre compte que cet accident où j'ai peut-être mis des choses en place, et mine de rien, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, il survient, et que c'est toujours le même. Là, je dirais peut-être qu'il faut vraiment que je me pose et que je prenne un peu plus de recul que je ne l'ai pris les fois d'avant. Si je n'ai pas ce recueil des faits, ce sera effectivement la mémoire de chacun qui parlera. Et puis là, malheureusement. On parle même pour les ATB1, en fait. Ouais. Oui, parce qu'un ATB1, ça va être machin, il s'est coupé, il s'est machin. Et un mois après, où est-ce qu'il s'est coupé, en faisant quoi? Et souvent, ce n'est pas la petite ligne qui est. C'est ce que j'allais dire. Tout dépend ce que chacun a noté aussi dans le registre. Plus c'est détaillé dans le registre, voilà. Et après, le recueil des faits, ça peut être le registre, dans des cas d'accident bénin. Mais... Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je vous propose une feuille A4 recto verso, mais ça peut être ça existe, même je crois qu'on peut acheter ça sur Internet, un grand cahier en A3. Oui, c'est les registres, le registre des accidents bénin, c'est ça. C'est évident par rapport au recueil des faits. Nous, on a en fait, je me rends compte que les gens ne peuvent pas forcément vous faites le relevé des faits plus l'analyse des causes en même temps. Je vais décomposer mon fichier en 2 parce que je pense que ça va revenir je suis appelée chez ce donc ouais. Du coup, je pense que ça va décomposer notre processus. Donc, ce qui se dit dans la salle, là, c'est un exemple. Il y a un registre des accidents bénins, mais en même temps qu'on fait le relevé des faits dans le registre, on fait aussi l'analyse de cause à chaud. Et du coup, ils vont, eux, dans l'entreprise, détacher les 2 activités pour prendre un petit peu de temps et faire une analyse peut-être un peu plus à froid. OK. C'est bon? Sur le chat, questions. Plus de questions sur le chat. Et nous, dans la salle? Bah, écoutez, du coup, on va pouvoir conclure. Vous aurez nos coordonnées. Comment tu peux passer le... Bien sûr. Vous aurez nos coordonnées sur le dernier slide de la présentation. J'ai laissé aussi des cartes de visite sur la table de l'entrée. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez continuer à échanger sur votre cas particulier autour de l'accident du travail, autour de la recherche des causes, autour de la prévention et du document unique. Pour ça, moi, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de souci. On va faire un rappel si vous souhaitez que Alain et Sandrine, pardon, excuse-moi, comment faire parvenir leur support. Ce
sera automatiquement, donc moi je vais communiquer vos adresses mail. Par contre, si vous n'êtes pas en accord avec ceci, il faut venir me voir pour les personnes en présentiel, comme ça je le note que je ne transmette pas de coordonnées. Pour les personnes sur le chat, il faut me le signifier justement dans le chat ou soit par mail très rapidement. Donc voilà. Merci. Merci à toutes et tous. Au revoir. Et puis, Merci à tout le monde. bonne journée. Bon week-end à suivre. C'est vrai.